Donc, on va commencer. Donc, merci d'être venu à ce workshop où je vais avoir l'opportunité de vous parler en fait de l'expérience que j'ai eue en Silicon Valley, de l'expérience que j'ai eue aussi en France, à monter spécifiquement une start-up, la dernière en France, et quelques autres en Silicon Valley avant. Alors, avant qu'on commence, je voudrais être précis sur une question à laquelle on ne répondra pas, qui est en fait où est-ce qu'il faut monter sa start-up, parce que ça c'est un choix qui éventuellement vous appartient, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire pour vous. Mais par contre, j'espère vous donner des éléments qui vous amèneront à choisir, et en particulier à vous expliciter des choses qui ne sont pas explicites habituellement, et qui sont en fait les différences de mentalité entre les Français, disons, et en particulier les Français de Californie et de la Vallée, et je veux dire les Américains de Californie et de la Vallée et les Français. Alors, rapidement, je vais me présenter, ce que j'ai déjà commencé à faire. Et pour se présenter, en France comme aux États-Unis, souvent, on a besoin d'un CV. Et alors, la manière de se présenter est très différente. Par exemple, en France, on peut mettre des choses qui ont un rapport avec le fait qu'on ait effectivement sa situation de famille, son âge, ce genre de choses, qui sont strictement interdites aux États-Unis. Donc, si vous faites ça, ça ira à la poubelle directement, parce qu'on ne veut pas être accusé plus tard, effectivement, d'avoir embauché et sélectionné uniquement les CV sur ce genre de critères. En France, les diplômes sont extrêmement importants. Et puis, bien sûr, on veut des éléments, des titres, des choses comme ça. Et en un mot, la différence fondamentale, c'est qu'en France, on veut savoir qui vous êtes. Aux États-Unis, on veut savoir ce que vous avez fait. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on rédige les CV, par exemple, mais aussi toutes les autres choses différemment. On se présente aussi de cette façon-là. Donc, pour ce qui me concerne, en fait, oui, j'ai simplement un DEA. Mais par contre, j'ai fait quelques années au Xerox PARC, donc ça compense. Et puis après, on met des chiffres pour montrer ce qu'ont fait les gens, et non pas pour essayer de raconter quel titre on avait à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment important. Le faire par rapport au être. Alors, la Silicon Valley, alors ça aussi, c'est amusant. Quand on est à l'intérieur de la Silicon Valley, on ne l'appelle pas la Silicon Valley, ou très rarement, on l'appelle la Bay Area. C'est-à-dire, en fait, un endroit qui est assez champêtre, donc rien à voir avec les grandes villes. Donc ça, c'est San Francisco, hein, et San Francisco, c'est pas tout à fait la Silicon Valley, puisque la Silicon Valley est vraiment au sud de San Francisco et plutôt centrée autour de San José. Et alors, il faut imaginer que, alors ça, c'est le campus de Stanford, vous voyez des rues assez européennes finalement, et c'est juste un petit point dont il faut se souvenir, en particulier pour ceux d'entre vous qui ont des velléités de contribuer à construire une Silicon Valley ailleurs que dans la Bay Area, qu'en fait c'est un endroit qui est aussi sympathique et accueillant pour les familles par exemple. Alors c'est relativement grand, hein, puisqu'à l'origine Silicon Valley, elle est née à la suite des grands constructeurs de hardware, donc vraiment centré autour de San José que vous voyez ici en bas. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que les gens du software ont pris la main, j'allais dire, on est remonté le long de la péninsule pour aller jusqu'à San Mateo, où la compagnie la plus connue est peut-être Oracle, San Mateo Redwood City. La Silicon Valley, c'est aussi des gens qui travaillent énormément, et ça c'est souvent un petit peu perdu de vue dans le glamour. C'est-à-dire qu'en fait, si les Américains ont la réputation de travailler beaucoup, la productivité dans la Silicon Valley elle est à peu près 50% supérieure à celle de l'Américain moyen. Ça veut dire une productivité extrêmement haute. Ça veut dire en particulier qu'on ne travaille pas 8 heures par jour, qu'on travaille souvent le week-end, et que quelquefois, dans des périodes critiques, on dort assez peu. Donc je vous raconterai quelques anecdotes à propos des succès de la Silicon Valley et du sommeil. Il y a quelquefois une espèce de proportionnalité entre le peu de sommeil et le succès de la compagnie. Alors la culture c'est quelque chose qui est amusant parce que c'est totalement différent et en même temps très similaire. C'est-à-dire que par exemple, les Américains vont volontiers vous dire que vous êtes super, que quand vous arrivez, qu'ils sont très contents de vous avoir embauché, tout ça. Mais au bout de 5 minutes, vous vous demandez s'ils ne sont pas en train de se ficher de vous. Et en fait, non. Ils ne se fichent pas de vous, c'est juste leur manière d'exprimer les choses. Donc en fait, tout est dit de manière plus sympa et plus optimiste, mais il y a exactement le même span. C'est-à-dire que si on veut vous engueuler, on peut très bien le faire. En disant, oui, ça passe, ça va à peu près, ça veut dire vraiment, vous avez merdé, quoi. Donc en fait, on exprime les mêmes choses, et il y a le même éventail d'expressions, simplement pas de la même façon, c'est un petit peu plus positif. Et puis, il y a le rapport à l'argent, par exemple, ou le rapport à la réussite.
Alors là où les Français, quand on va vous annoncer que, par exemple, quelqu'un vient de vendre sa start-up à IBM, va réagir en disant mais putain, quel m'as-tu vu, qu'est-ce qu'il nous fait, il est en train de faire le fanfaron. L'Américain va dire ah mais si lui a réussi, moi aussi je peux réussir. Donc il va vous poser des questions, comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que tu as démarré, quel contact tu avais, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment différent et ça veut dire que tout de suite c'est beaucoup plus facile d'apprendre comment à faire du business dans la vallée plutôt que d'apprendre à faire du business en France par exemple où les gens sont toujours plus frileux. Donc pour simplifier, on peut dire que les Américains ont le même rapport au sexe que les Français à l'argent. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est sale. Donc alors, il y a un certain nombre de tabous presque culturels. Donc chez les Français, c'est l'argent, la réussite évidemment, la propriété, hein, et puis le mot patron, qui ne se retrouve pas d'ailleurs dans le vocabulaire des Américains. Et puis du côté des Américains, c'est le sexe, la religion dont on ne parle absolument jamais. Sauf dans des circonstances extrêmement intimes, les sentiments eux-mêmes, puis tout ce qui tourne autour de l'État fédéral et de l'emprise de l'État sur le business en particulier, mais aussi sur les individus, c'est quelque chose qui est en général pas très bien vu. Alors, il y a un truc que j'appelle un peu la stratégie du Shadok. Vous savez, les Shadok et les JB, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais grosso modo, c'est une espèce de dessin animé. Et il y a deux types de personnages sur différentes planètes. Et donc les JB, c'est plutôt les intellos. Et les Shadok, c'est ceux qui ne sont pas très gâtés intellectuellement, mais par contre, ils essayent des choses. Donc par exemple, quand ils veulent envoyer une fusée dans la Lune, eh bien, ils savent qu'ils ont simplement une chance sur 1 million de réussir. Donc ils se dépêchent à rater 999 999 fois, de manière à ce que leur fusée arrive dans la Lune. Et bien, dans la vallée, c'est souvent l'attitude qu'on prend, en particulier pour toutes les petites compagnies et les startups. C'est-à-dire qu'on appelle ça un petit peu, on les lance sur le mur et on regarde ce qui tient. Donc on ne sait pas si ça va marcher ou pas, c'est le marché qui décidera, c'est l'écosystème qui décidera. Et souvent, c'est très efficace. Alors on n'insiste pas assez non plus sur le fait qu'en France, par contre, c'est extrêmement négatif d'avoir des échecs. Alors je suppose que tout le monde connaît à peu près la boutade des deux copains qui sont en train de discuter, et puis il y en a un qui se plaint à l'autre, qui lui dit écoute, moi je sais pas comment tu fais avec les filles, mais moi j'arrive pas à avoir des filles, quoi. Ils sont dans le bar, donc l'autre copain gentiment lui dit bah, écoute, moi c'est très simple, tu vas voir une fille, puis tu lui dis est-ce que tu veux coucher avec moi? Alors l'autre copain est complètement abasourdi, et il lui dit mais tu te prends pas du claque? Et l'autre lui répond si, mais je couche jamais tout seul. Donc en fait, il faut bien voir que si on n'essaye pas, on n'a pas de résultat. Donc c'est un petit peu la morale de cette histoire. Qu'est-ce qui a parlé récemment là-dessus? Il y a j'oublie son nom à l'instant, mais il y a le président et fondateur de Dropbox, qui est donc un succès quand même, qui insistait sur le fait que en fait, se planter, c'est pas grave. L'important, c'est de réussir au moins une fois. Donc ça, c'est vraiment un truc idéalement, qu'il faudrait changer dans la mentalité française. Les élites, c'est intéressant aussi parce que c'est un autre aspect où les choses sont très différentes aux États-Unis et en France. Alors en France, on les sélectionne d'abord, les élites, hein. Ensuite on les protège, on leur donne une carrière. On les promeut souvent parce que votre boss, à vous, ne va jamais vous taper sur les doigts parce que vous avez promu un X. Et puis on a cette habitude en France de l'homme providentiel. Alors l'homme providentiel, évidemment, on a un problème, donc plutôt que d'identifier souvent, et ça c'est aussi quelquefois une tendance aux États-Unis, hein, dans toutes les compagnies, mais spécialement en France, on a tendance à se dire, ben voilà, plutôt que d'essayer de résoudre véritablement le problème et de connaître ses causes, on va embaucher quelqu'un pour résoudre le problème. Et bon, tout le monde fait ça plus ou moins, mais c'est vraiment marqué en France. Alors aux États-Unis, ça marche différemment. Par exemple, quand vous voulez rentrer, je ne sais pas moi, faire un PhD à Stanford ou à MIT, donc dans des facs très select, on va vous proposer de faire ce qu'on appelle des quals, des qualifications, c'est-à-dire en fait de passer une espèce d'examen, mais qui ne sera pas un concours, qui sera un examen pour montrer que vous pouvez bosser beaucoup. C'est-à-dire que n'importe qui, pas des gens forcément doués, mais qui peuvent montrer qu'ils ont une capacité à travailler énormément, pourront être acceptés. Ça, et puis évidemment le fait qu'ils puissent payer, mais en fait c'est pas aussi cher qu'on peut croire, parce qu'en fait ce sont les undergrad, donc les licences maîtrises si vous voulez, qui paient plein pot pour être dans ce genre d'université, mais les thésards, on essaye de sélectionner ceux qui sont effectivement bons et qui ont de la capacité au travail. Alors, la négociation, alors il y a un truc très rigolo, mais qui peut se résumer de la manière suivante. Au moment où on signe un contrat, les Américains arrêtent de négocier. Donc ça, c'est très agréable parce que ça veut dire que tout le monde se met à marcher dans la même direction, donc ou votre partenaire, et puis vous-même, et on essaie de construire quelque chose qui a été défini dans le contrat.
En France, une fois qu'on a signé un contrat, c'est le temps de la négociation qui commence. Et ça, c'est un petit problème, ce qui nous a valu d'ailleurs quelques mésaventures avec la livraison de sous-marins au Pakistan. Mais au-delà de cet aspect un petit peu tragique quelquefois, c'est vrai que ça permet de faire d'autres choses. Hein. Ce n'est pas forcément un mal toujours. Par exemple, la France est extrêmement bonne pour tout ce qui concerne les services, donc, qui est typiquement un domaine où il faut sans cesse presque renégocier les différentes phases du contrat, les étapes d'avancement. Donc ça nous sert. Mais quand il s'agit de négocier, quelquefois, c'est aussi un problème. Alors les investisseurs, alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'investisseurs dans la salle. Peut-être qu'ils peuvent lever la main. Bon, grand vide, on se sent tout seul. Donc j'aurais peut-être pas dû mettre un S. Alors, il y a là aussi une différence de mentalité entre les Californiens et la Silicon Valley. Alors au passage, hein, vous avez remarqué que j'ai pas mis le petit drapeau américain, j'ai mis le petit drapeau de la Californie, parce que moi mon expérience, elle est à 90% avec les Californiens, en particulier les Californiens de la vallée. Donc je ne veux pas tirer de généralité trop abusive pour ce qui concerne les Américains en général. Alors je vais juste regarder brièvement le temps là. Bon, ça va. Je discutais donc relativement récemment, il y a à peu près 6 mois, avec un investisseur ici. Et je lui dis, ouais, j'en ai un petit peu marre là, ça va faire 1 an et demi que je suis sous SMIC. Vivement qu'on ait le prochain round qui va être un petit peu plus important pour qu'on puisse avoir un petit peu d'air pour respirer, quoi. Et là, j'ai eu cette réaction incroyable parce que je ne me souvenais plus en fait de la manière dont ça fonctionnait en France. Je me dis, mais ça va pas, si tu veux monter une compagnie, il faut le mériter, il faut souffrir, quoi, grosso modo. Tu ne devrais pas faire cette réflexion-là. Alors évidemment, c'est un petit peu embêtant parce que c'est vraiment un problème qui est assez bien montré ici, finalement. Aux États-Unis, il y a plusieurs circonstances qui vont justifier qu'on n'investisse pas dans votre compagnie, mais parmi ces circonstances, il y aura par exemple celle que vous ayez prévu des projections financières qui ne vous donnent pas un salaire équivalent. Parce que l'Américain sait très bien que si vous êtes ici avec femme et enfants, il va vous falloir un petit peu plus qu'un SMIC, en particulier dans la vallée, pour vivre. Donc s'il fait semblant de ne pas savoir ça, effectivement, il va vous donner moins, mais en même temps, vous allez faire du consulting, par exemple, à côté, de manière à pouvoir suffisamment de revenus. Et donc, pendant que vous ferez du consulting, vous n'allez pas vous occuper de sa société. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est contre-productif. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se donner un salaire 3 fois le salaire moyen d'un ingénieur dans le pays où on est, hein, mais ça veut dire qu'il faut être raisonnable. Alors, toujours en matière de financement, pour vous donner un petit peu l'idée de ce qui se passe dans la vallée, donc, dans une de mes startups, on a levé 10 000 € à la station-service. Donc, moi, j'étais en train de faire le plein. Donc je n'ai pas fait grand-chose. Mais par contre, mon cofondateur, il était en train de discuter puis de repérer les bagnoles qui étaient les plus belles dans la station-service. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous parlez de bagnole à un Américain, il va toujours vous répondre. Parce que la bagnole, c'est quelque chose d'important. Il faut pouvoir en discuter. Donc il a été allé lui parler de sa bagnole en disant qu'elle était super belle. Et alors il y a une deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que très fréquemment, les Américains vont vous demander ce que vous faites dans la vie. Alors c'est quelque chose qui pourrait passer pour presque grossier en Europe et en particulier en France, où on n'agresse pas les gens en leur disant combien tu gagnes, c'est la manière dont c'est perçu en Europe. Mais par contre, aux États-Unis, ça se produit relativement souvent. Et donc, symétriquement, si on parle à propos de sa bagnole, il va nous demander qu'est-ce qu'on fait. Donc, mon cofondateur a répondu, en fait, on fait un device. Alors, c'était en fait un BlackBerry qui permettait d'accéder à son laptop quand il était resté à la maison. Donc, il lui a fait une démo devant la station-service. Et l'autre lui a dit, mais c'est super, est-ce que je peux participer ? Et mon cofondateur a répondu, pas de problème, tu me signes 10 000 € et je t'envoie les papiers. Et donc, il lui a signé un chèque de 10 000 €, de 10 000 $, en fait, pas euros. Et on a fait les papiers plus tard. Donc, il y a plusieurs choses là. Il y a le fait que les gens n'hésitent pas à participer quand quelque chose les emballe, sans se poser trop de questions finalement. Et ce n'est pas complètement stupide. Parce que quelle que soit la rationalité qu'on peut apporter au processus de sélection d'une start-up, il y a tellement une part d'émotion que ça ne sert pas à grand-chose finalement de penser. Et puis aussi, il y a une confiance qui existe spontanément. C'est-à-dire qu'on sait que ce genre de choses se sont passées. Il ne lui a pas demandé les papiers tout de suite. Il ne l'a pas suivi avec la bagnole pour qu'on aille signer les papiers ensemble ou ce genre de choses. Alors ça, c'est aussi une chose qui est un petit peu différente et qui est vraie dans beaucoup d'endroits dans la vallée. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement honnêtes. Par exemple, alors pas dans une grande ville, hein, San Francisco, ça marche pareil que Paris. Si vous perdez votre portefeuille, vous n'allez pas le retrouver, vous allez en retrouver juste des miettes. Par contre, dans la vallée, si vous perdez votre portefeuille, vous avez des chances de le retrouver non seulement avec tous les papiers, mais aussi avec les billets dedans. Donc ça ne se passe pas tout à fait partout comme ça. Alors,
toujours à propos des investisseurs, et c'est important, il y a les choses qui... Alors peut-être, avant je vais faire un brief, peut-être topo, à propos des choses qui sont semblables. Donc en France, comme aux États-Unis, si vous cherchez des investisseurs, c'est mieux de ne pas les contacter directement. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez voir un entrepreneur qui a eu son funding à partir d'un des investisseurs auxquels vous voulez parler. Vous allez le voir, vous arrivez à le convaincre, parce que déjà si vous n'arrivez pas à convaincre simplement un investisseur, vous aurez encore plus de mal, un entrepreneur, vous aurez encore plus de mal à convaincre un investisseur. Et puis si ça marche bien, probablement l'entrepreneur vous demandera spontanément si vous voulez être introduit à l'investisseur en question. Et puis comme ça vous permettra aussi de voir en conditions réelles, de roder votre pitch. Parce que si par ailleurs l'entrepreneur vous aime bien mais qu'il pense que le pitch n'est pas réglé, il va vous aider à le régler, et il va vous aider à le régler spécifiquement pour cet investisseur-là. Donc en termes de domaine, en termes de marché, en termes de tout un tas de choses. Donc la manière dont on fait les choses. Alors en France, on aime bien minimiser le risque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple, en tout cas pour pas mal de VC institutionnels que je connais ici, on va adorer les copycats. C'est-à-dire que si on a un modèle qui a déjà marché par exemple aux États-Unis ou dans un autre pays, on a une preuve que ça peut marcher. Donc on se dit, bah voilà, dans le pire des cas, je vais devenir le blablabla américain européen. Dans ce cas-là, je vais me faire racheter. Et puis si ça marche encore mieux, peut-être que évidemment je vais grandir encore plus parce que l'Europe, c'est un marché énorme, etc., etc. La qualité du business plan, oui, alors on veut que les gens sachent faire un business plan. On ne sait pas trop pourquoi, hein, parce que les choses importantes, c'est le cash flow, c'est ce genre de choses, mais on veut un business plan au moins sur 3 ans, hein, alors qu'une start-up, ça a tout cassé une visibilité à quelques mois. On attache de l'importance au diplôme des fondateurs, parce qu'on se dit que s'ils sont intelligents, ils feront moins d'erreurs. Mais bon, les entrepreneurs ne sont pas plus intelligents que les autres, ils sont comme tout le monde. Donc la moyenne des QI, ça doit être 100, hein, je suppose. On veut des fonds propres, alors je ne parle pas de la mafia, évidemment, mais ça aussi. Et puis des brevets, des prévisions, des choses comme ça. Donc on veut tout ce qui concerne, tout ce qui donne l'illusion finalement de minimiser le risque. Et puis pour les Américains, c'est le contraire. On veut tout ce qui donne l'illusion de maximiser le gain. C'est-à-dire qu'on veut un marché absolument énorme, autrement ce n'est pas la peine d'investir. Et puis on veut un team de qualité. Pardon. Alors ça, c'est un petit peu plus astucieux. Pourquoi est-ce qu'on veut des gens de qualité dans le team? On ne leur réclame pas n'importe quelle qualité. C'est-à-dire qu'on se fiche de savoir qu'ils sont extrêmement intelligents. Puis de toute façon, les Américains ont peur des élites. Alors il faut mieux avoir un sens pratique, au contraire, bien ancré. Non, on veut que les gens aient eu déjà l'expérience. C'est-à-dire que toutes les startups, en tout cas les startups de haute technologie, à un moment donné, vont avoir ce qu'on appelle un pivot. C'est-à-dire qu'ils vont changer leur business model ou se recentrer sur une partie simplement de la technologie, ou même des fois refaire une partie de la technologie, s'ils ont trouvé un bon business model qui n'est pas adapté à leur technologie courante. Donc on va devoir changer, on va devoir tout changer en fait. Et ça, on va devoir faire ça en quelques mois ou quelques semaines, en fonction des offres et des opportunités qu'on aura. Donc c'est ce qu'ils veulent. S'il y a un marché énorme, et si nos gars savent se débrouiller, c'est le raisonnement américain, alors on aura un gros retour. Et si vous réfléchissez, c'est un petit peu comme la loterie, hein. Si vous voulez maximiser votre espérance de gain, il y a toujours 2 moyens. Soit vous augmentez le gain, soit vous diminuez le risque. Mais comme personne n'est Madame Soleil et ne peut prévoir l'avenir, la stratégie des Américains qui consiste à dire systématiquement on veut maximiser le gain avec une équipe qui tient la route, c'est quelque chose qui est assez efficace. Alors, dans les 2 cas aussi, les investisseurs en France et les investisseurs dans la vallée, il y a des no-go. C'est-à-dire des choses qui sont des non absolus. Non, on ne vous financera pas. Alors en France, les échecs précédents, c'est jamais très bien vu. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas toujours financé, mais ça veut au moins dire que vous serez moins bien financé si vous avez des expériences malheureuses, en particulier récentes. Pas de business plan, c'est un no-go. Si vous n'êtes même pas capable de passer 1 mois et demi de votre temps, vous devez avoir plein de temps puisque vous êtes un entrepreneur, à écrire un business plan, ce n'est pas la peine d'y aller. Pas de fonds propres, hein, on n'est pas là pour faire la charité. Et toujours ce besoin général donc d'avoir des choses qui amènent à prédire le futur. Les no-go pour les Américains, c'est un petit peu différent. Partir seul. On ne part pas tout seul. Parce qu'il y aura toujours un problème, à un moment ou à un autre. Et puis qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours tendance à avoir le nez dans le guidon. Si on est tout seul, il n'y aura personne qui nous fera remarquer que non, on est sorti sur la mauvaise route là. On continuera à défendre notre beefsteak. Parce qu'il faut bien voir qu'en tant qu'entrepreneur, ce qu'on passe notre temps à faire finalement, c'est à défendre une certaine vision. Et cette vision, il faut la défendre contre tous les investisseurs qui vont nous dire c'est idiot, contre tous les gens qu'il va falloir convaincre pour qu'ils viennent travailler dans la société, contre tout un tas de monde. Donc il faut être extrêmement rigide quelque part. Puis en même temps, il faut être suffisamment souple au niveau de la start-up pour dire bah non, là on va faire un pivot, là il faut pas faire ci. Donc si on est tout seul, ça ne va pas marcher aussi bien. Alors, les associés 10-90, alors j'ai mis ça parce que je me suis rendu compte qu'en France, en discutant avec des développeurs, il y en a un qui est venu me voir il y a quelques temps, tout content, en m'expliquant le prototype et ce qu'il avait fait avec son cofondateur. Et il me dit, tu te rends compte, il m'a filé 3% de la société. Et il était hyper content.
Et le problème, c'est que le cofondateur, il a profité de ça. Donc, aux États-Unis, j'ai vu plusieurs fois des investisseurs dire non, non, attendez, il y a un déséquilibre trop important, même 30-40, c'est trop important, il faut que tout le monde soit traité de la même façon, même si tout le monde n'a pas le même rôle, parce que sinon, si ça ne marche pas, tout le monde s'en fiche, évidemment, et si la société marche, ça va générer des problèmes. Même Facebook, finalement, a eu ce genre de problème au départ. Alors la taille du marché, on en a parlé. Si la taille du marché est toute petite, on est en train de financer une PME. En général, ça n'intéresse pas les investisseurs américains. La différence entre fonctionnalité et produit, ça c'est un truc assez classique, en particulier avec toutes les apps et toutes les petites applications qui sont liées à des réseaux sociaux ou à la mobilité. C'est-à-dire qu'on fait un truc qui est pas mal, qui est utile, qui a potentiellement un marché, mais en fait on ne se rend pas compte que ce n'est pas vraiment un produit, c'est juste une fonctionnalité. Et ça ne fait pas une compagnie, évidemment. Et puis le dernier truc qui est important, et sur lequel souvent les investisseurs français réagissent, à mon avis, insistent pas suffisamment, c'est la mise en marché, la go-to-market strategy. Et l'idée, c'est de dire que si vous ne savez pas comment vous allez démarrer le moteur de votre start-up, ce n'est pas quelqu'un qui va vous pousser pour la démarrer pour vous, et que même avec de l'argent, ça ne va pas être suffisant, quoi. Vous devez avoir au moins un plan pour faire ça. Donc à la place du business plan, c'est bien mieux d'avoir un go-to-market strategy qui est clairement... pas clairement étalé, comme on dit en français, qui est clairement posé. Merci. Alors les nerds. Alors, je sais bien qu'on ne dit pas les nerds, c'est pas très bien, on dit les développeurs. Il y a même Hardwick qui disait quelque chose de pas très gentil là. Donc en fait, ils sont traités totalement différemment ici et dans la vallée. Alors il y a l'exemple assez fameux de SGI. Donc SGI, c'est une société qui faisait des stations graphiques dans les années 90 et qui a donné finalement tous les effets spéciaux quelque part sont nés des travaux de SGI qui faisait des stations spécialisées. Donc chez SGI, les ingénieurs sont dans des bureaux et l'idée c'est qu'ils ont besoin de se concentrer pour développer et les managers sont dans des cubicles, donc dans des cubes, je ne sais pas comment on dit en France, des cubes. Et évidemment, de temps en temps, tout le monde a besoin d'un petit peu d'intimité, donc il y a des salles de réunion qui sont disponibles, qu'on peut louer, et quand on a besoin de parler de manière un petit peu plus discrète, ou qu'on a besoin de donner beaucoup de coups de fil, on va dans une salle de réunion. Mais autrement, c'est l'idée générale. Donc ça, c'est la première chose, c'est spécifique de vraiment quelques compagnies, mais ça donne un petit peu une dimension. Et la deuxième chose, et ça par contre, c'est très courant, ça se retrouve à Sun, à Cisco, etc., il y a un double cursus. C'est-à-dire que cette idée qui consiste à dire, écoutez, si vous êtes développeur et que vous voulez gagner plus de sous, vous montez dans votre carrière, il faut que vous deveniez manager, c'est complètement idiot. Parce que les gens qui développent bien, surtout qui sont souvent un peu aspi, ils ne sont pas forcément de bons managers. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on va faire un double cursus, vous allez pouvoir devenir développeur junior, développeur senior, et puis après, Distinguished Engineer, CTO. C'est pour ça que toutes ces boîtes-là, par exemple Cisco, ils ont plusieurs CTO. Il n'y a pas un seul CTO pour Cisco. Donc CTO, c'est l'équivalent un petit peu de directeur technique pour une start-up ou pour une boîte de la vallée. Donc il y en a plusieurs. Alors, peut-être 5 minutes, merci. Alors, à propos de la productivité, alors, toujours des ingénieurs, la productivité n'est pas tout à fait la même. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on demande beaucoup plus aux gens dans la vallée qu'aux développeurs ici, en particulier quand ils sortent de l'école. Donc, pour vous donner un exemple, en fait, donc, j'ai un copain qui s'appelle Ed, qui a été un des fondateurs de VMware. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, quelques temps après, donc souvent on se sent un petit peu tout seul, évidemment, dans un pays étranger, on a besoin de se retrouver entre potes. Donc on faisait avec des copains belges des moules frites. Donc on invitait tout plein de copains et on mangeait des moules et des frites. Et comme c'est les copains belges qui s'occupaient de la cuisine, c'était vraiment super bon. Eh bien, Ed, qui était un colocataire avec nos potes belges, il était en train de travailler vraiment sur les premières lignes de code de VMware. Et il avait tout plein de bugs. Et en fait, il a travaillé toute la soirée. On lui a apporté quelques frites et 3 moules qui se battent en duel, sans faire attention à tout ce qui se passait à côté, la musique et tout ça. Non, il bossait là-dessus. Alors juste pour vous donner une idée de la complexité de ce qu'il faisait, la première fois que VMware a pitché à Intel, donc pour leur dire, on a un système de virtualisation, on peut faire tourner 2 operating systems ensemble, les gens de Intel, avec leurs ingénieurs là-bas, leur ont répondu, non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils leur ont dit, ce que vous faites n'est pas possible. Ils ont dit, mais si, c'est possible, on peut vous faire une démo. Non, c'est pas possible. Donc Intel s'est rattrapé un petit peu après, mais quand même c'est assez important. Alors fidélité. Alors fidélité, j'entends fidélité à l'entreprise. Donc les Français sont extrêmement fidèles, parce que de toute façon, ils ne veulent pas bouger. Aux États-Unis, c'est presque un péché, c'est-à-dire que quelqu'un qui reste plus de 4 ans dans un endroit, ça veut dire qu'il est un petit peu sclérosé.
Alors, par social plus work, je veux dire, en fait, l'absence de frontières qu'il y a dans la vallée entre la vie sociale et la vie au bureau. Donc tout est fait pour ça. Alors ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait, votre boss vous invite à son mariage ou presque toutes les semaines à un barbecue ou à jouer à des jeux de société ou que sais-je au match de football. Et puis de l'autre côté, au niveau du travail, on vous offre la possibilité de manger sur place, quelquefois gratuitement, la plupart du temps gratuitement, de boire sur place. Et on utilise tout un tas de choses. Par exemple, les gens, quelquefois, de manière assez malicieuse, le jour de la pizza, parce que les Américains sont très friands de pizza, ça va être un petit peu plus tard. Comme ça, vous allez manger là, vous allez rester plus longtemps, travailler, etc. Alors la paye plus la sécu, alors ça se discute parce qu'en fait, généralement, on pense que les développeurs aux États-Unis sont bien mieux payés. C'est vrai qu'un développeur senior, à l'heure actuelle, ça va gagner entre 100 et 120 000 $ par an. Mais par contre, il n'y a pas de sécurité sociale et il n'y a presque pas de protection sociale malgré Obamacare, malgré tout ce que vous avez pu entendre. Donc ça, c'est un gros problème. Pour vous donner un exemple des boîtes de la vallée, chez eBay, la meilleure assurance qu'on puisse avoir, elle a deux clauses qui sont un petit peu handicapantes. La première qui dit que si vous avez une leucémie, c'est-à-dire que si on doit vous faire une greffe de moelle, vous n'êtes pas remboursé. Donc c'est pour ça que régulièrement sur les réseaux sociaux, on voit des « Ah oui, ma fille est leucémique, elle a besoin d'une greffe, il faut chipper in », même sur des mecs qui sont top managers dans des grandes sociétés. Et puis, si vous avez des conditions qui sont avant l'assurance, il y a quelques conditions qui sont exclues. C'est-à-dire que dans une grosse boîte, en général, ils acceptent presque toutes les préconditions, mais pas toutes. Voilà, donc je vais terminer très très vite avec les entrepreneurs en France qui ont un petit peu trop la culture du secret. La valeur, c'est la capacité à exécuter, c'est pas une idée ça vaut rien, ça peut pas se breveter. Ne pas partir immédiatement à la rencontre des clients, ça c'est vraiment une bêtise que font les entrepreneurs, d'ailleurs un peu partout, même quelquefois dans la vallée, mais là il y a des gens pour leur rappeler. Contacter les investisseurs directement, on en a rappelé, ne pas avoir une approche go-to-market, etc.